cette conclusion que je propose à du coup Bruno Tisser et Philippe Roux, respectivement professeurs titulaires de la chaire agrotique et de la chaire ELSA-PACT, de faire un petit peu à chaud. Je vais commencer par une question auprès de Philippe. On l'a vu d'ailleurs tout au long de la participation, enfin tout au long des interventions, que le cadre institutionnel et les méthodes ne sont pas encore totalement stabilisés. Du coup, est-ce qu'il faut se lancer ou attendre? Alors, c'est la question. Hein. On n'a pas parcouru toutes les démarches. Hein. Il y a des démarches qui sont encore plus avancées que celles qu'on a évoquées aujourd'hui. C'est par exemple pour tout ce qui est bioénergie, hein, la démarche européenne RED, qui s'appelle Renewable Energy Directive. Ceux qui sont dans les agrocarburants, ils sont carrément dans le concret, eux. Hein. S'ils veulent que leur agrocarburant soit habilité, il y a toute une démarche qui est déjà en cours. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus avancé. On a vu que pour les grandes cultures, c'était quand même très bien engagé et que ça allait déboucher dans des délais assez courts, hein, et que du coup il y avait tout ce qui est règlement, normes, règles de calcul, c'est plutôt au niveau national ou européen, mais qui a un niveau régional qui va conditionner les aides et les références régionales, puisque on peut pas dire que, comme toutes les démarches de label, c'est des démarches de progrès, il faudrait qu'on définisse des références régionales qui dépendent des systèmes de culture et des conditions climatiques régionales, sinon pour qu'il y ait des démarches de progrès, il faut définir des règles. Donc c'est toute cette articulation entre un niveau européen, national et régional pour mettre en place à la fois les finances et les aides qui est en train de se mettre en place. Donc ne pas s'emballer, mais rester proactif. Et puis les outils, finalement, si on change un peu les règles de calcul, les outils c'est les mêmes. Hein, après, en quelques journées de travail, on peut modifier les règles si elles changent dans les outils. Mais si on commence à utiliser des outils, tout sera mis en place et pourra s'adapter aux dernières évolutions qu'il peut y avoir dans chaque secteur. Alors je voudrais aussi dire une petite chose, c'est que on a beaucoup parlé des grandes cultures, mais s'il y a dans le public des gens qui sont des cultures pérennes, c'est exactement la même problématique et il y a rien à ajouter, si ce n'est qu'en plus d'un modèle de stockage dans le sol et d'une manière de rémunérer ce stockage du carbone dans le sol, et bien, il y aura une partie aérienne dans un verger ou dans un vignoble de stockage de carbone dans les plantes. Hein. Mais ça change rien au problème, ça n'a pas été trop évoqué dans les exemples, mais les problématiques sont exactement les mêmes. Hein. Donc je voulais quand même préciser ça, hein, parce qu'on peut avoir des gens des cultures pérennes qui sont dans l'auditoire et qui seraient... Faut pas être déçu, hein, c'est les outils qui Alors, on a fait serviront le pour choix les... de prendre l'exemple des grandes cultures et puis il y a des méthodes qui sont déjà validées pour de mémoire l'arboriculture ou le stockage dans les haies qui sont déjà publiées sur le site du ministère. Une question pour Bruno du coup. On a vu que même si le cadre institutionnel et les méthodes sont pas encore complètement stabilisés, il y a quand même un intérêt à se familiariser avec les différents outils numériques qui semblent être particulièrement importants pour opérationnaliser et automatiser ces démarches. Ah bah, clairement, je pense que c'était une des leçons en fait de ce séminaire, c'est mettre en place une démarche de monitoring, reporting, valorisation, qui répond aux enjeux. Enfin, l'idée c'est vraiment de répondre aux enjeux des volumes de données à collecter, renseigner, traiter, optimiser les coûts. Hein. On l'a vu, Guillaume Vigneron parlait de 5000 données à collecter pour faire un bilan. Voilà, on a parlé aussi, c'est Claudine Fouchereau, je crois, qui a parlé aussi d'enjeux, de coûts, hein, de répartition de la valeur. Et je pense que là, effectivement, les outils numériques ont toute leur place. Un point qui est pour moi aussi essentiel, et je pense que ça a été beaucoup abordé, c'est sortir du déclaratif. Et même, c'est François Tirard qui a utilisé ce mot, et même aller jusqu'à l'acquisition automatique de données, quelque part certifiée. Pour la valoriser dans ces démarches de labellisation. Donc on a parlé effectivement d'outils d'agriculture de précision qui permettent l'acquisition quelque part automatique de données. C'est aussi un enjeu, et ça j'étais très intéressé par la présentation de Baptiste, de voir que la précision des données quelque part était prise en compte. C'est-à-dire que lorsqu'on a des données in situ qui proviennent effectivement réellement de l'observation du système de production, et ça quelque part ça va aussi favoriser l'acquisition automatique via des outils d'agriculture de précision pour adresser, en fait, collecter les données qui vont renseigner ces démarches de labellisation. Donc ça, effectivement, hein, si on veut être précis et s'affranchir de données moyennes de référence, on est obligé effectivement de s'appuyer sur des données de collecte précis de ce qui a été réellement fait au niveau de l'exploitation.
Voilà, et puis on l'a vu également sur les outils de télédétection. Alors ça, on a eu plusieurs présentations et qui posent des questions aussi hein, sur les méthodes à mettre en œuvre, mais qui on voit qui sont aussi intéressants pour collecter de l'information sur ce qui a réellement fait, les cultures de couverture, etc. Donc tracer réellement l'itinéraire qui a été mis en place. Parfait, merci. Et on comprend que ces outils, hein, Philippe, tu l'as évoqué à l'instant, devront également se mettre à jour au fur et à mesure que les méthodes seront reconnues et que les outils et les modèles sous-jacents hein, qui utilisent des approches ACV et empreintes se mettent à jour. Le sujet de l'ACV est un sujet encore mouvant en termes scientifiques. Tout à fait. Alors, comme je vous l'ai fait voir, hein, l'empreinte carbone, c'est l'impact potentiel d'une molécule dans le temps, et tout ça, ça se recalcule. Donc, il y a les modèles d'émission qui vont changer, les modèles qui vont changer, qui s'améliorent. Hein. On parle de choses très simples. Au début, c'était une formule avec juste un pourcentage. Hein. On dit 1% de l'azote appliqué à l'hectare au départ est réémis sous forme de N2O, puis on a sophistiqué le modèle pour que ça prenne plus en compte et que ça puisse différencier aussi des pratiques entre des pratiques très très bonnes et des pratiques intermédiaires. Il y a les modèles d'émission, les modèles d'impact, et puis les modèles de stockage, que ce soit dans le sol ou dans la biomasse aérienne. Donc on est sur des sciences très jeunes. Il faut mettre ça à jour ça, mais c'est pas un problème. Et les outils numériques devront suivre pour justement permettre aussi d'inscrire ces démarches dans le quotidien des agriculteurs. C'est un point sur lequel je sais Bruno, la chaire agrotique, est particulièrement attentif. C'est question de levier et de frein à l'adoption. Alors il y a un premier point, je pense, qui a été abordé par deux intervenants, c'est Guillaume et puis Guillaume Vigneron, François Thierard, sur déjà la gestion du consentement des agriculteurs, hein, puisqu'en fait prendre de la donnée, la transformer et calculer un certain nombre de choses, voilà, gérer ce consentement, s'inscrire aussi dans des chartes telles que la charte d'Atagri, sont aussi des enjeux dans le quotidien d'agriculteur, en tout cas pour rassurer sur l'utilisation de ces données. Après, je pense que, en fait, faudrait peut-être pas voir la labellisation. On pourrait voir la labellisation carbone en fait comme un levier rémunérateur qui pourrait justifier la mise en œuvre d'outils de traçage, d'opérations fins. Ça pourrait être, je pense, c'est un levier certain, c'est-à-dire on l'a vu, hein, certains outils qui peuvent être développés spécifiquement pour acquérir ce type d'outils. Je pense toutefois que le contexte est incertain. Ça a été abordé, évidemment, ça a été rappelé par Philippe, ça a été aussi abordé par Claudine. Il y avait une présentation aussi d'Edouard Lancrier hein, qui montrait que, voilà, la valeur va nécessairement être répartie sur l'ensemble de la chaîne. Et donc du coup, je pense que ce sera pas le seul levier, en tout cas, pour avoir une chaîne d'acquisition vraiment, on va dire, totale des itinéraires complètement numérisés, complètement automatisés pour l'agriculture. Voilà. Moi, je pense aussi que, alors, je trouve que c'était très bien, c'est documenté, enfin, en tout cas présenté par la dernière présentation, hein, celle de Sylvain, puis aussi par William, et ça a été aussi abordé par Édouard Lancrier, c'est ce retour nécessaire de l'information pour accompagner en fait l'agriculteur, pour avoir une vraie démarche dynamique. Et à mon avis, si on veut aussi faciliter la remontée d'informations, si on veut faciliter l'adoption de ces outils pour avoir des informations précises sur les itinéraires, sur ce qui est réellement fait au niveau des exploitations, des parcelles, des exploitations agricoles, je pense qu'il y a un enjeu de retour de la valeur de cette information pour accompagner en fait vraiment les agriculteurs dans des démarches d'amélioration continue. Et donc du coup de retravailler en fait ces données sous forme de conseils. Hein. On a parlé de conseils à la transition. Je crois que c'est Édouard Lancrier qui a utilisé ce terme. Et effectivement, je pense que c'est aussi c'est un pan qu'il faut surtout pas oublier si on veut s'inscrire dans des démarches quelque part de numérisation réussie. Merci beaucoup à vous deux. Et puis je crois que Philippe, que tu voulais conclure sur le fait que toutes ces données utiles au calcul d'empreinte environnementale, c'est des données par ailleurs intéressantes sur un plan technique et agronomique. Tout à fait.
C'est les mêmes données. C'est-à-dire qu'à la base, si on saisit bien un itinéraire technique agricole, des successions culturales, et ben derrière, on peut calculer on peut faire de l'agronomie, on peut faire une bonne gestion économique de l'exploitation et on peut générer des informations environnementales d'intérêt. Là, on a surtout focalisé sur les démarches amont, tout ce qui est labellisation bas carbone, mais ça va aussi tirer par l'aval. C'est-à-dire que l'affichage environnemental, la démarche qui est en cours au niveau français, va aussi demander ce type de données par l'aval, par l'agroalimentaire, qui va demander aux producteurs, faire remonter aux producteurs des demandes d'informations sur les produits. Et du coup, toute cette donnée à générer, que ce soit pour soi-même, pour avoir le label, ou pour les filières aval, ou pour faire de l'agronomie, ou pour faire de l'économie, c'est les mêmes données. Donc il ne faut pas les saisir trois fois. Pardon, oui, et de l'intérêt justement même si ce ne seront pas nécessairement les mêmes indicateurs in fine qui seront calculés, de l'intérêt de trouver des moyens de mieux faire se remplir ces systèmes d'information qui sont déployables, partiellement déployés et souvent mal remplis. On l'a vu tout à l'heure. Et donc là, on a plein de voies de valorisation potentielle de ces données qui va du coup apporter plus de valeur aux outils qui permettent de les collecter. Merci à tous les deux. Je vais maintenant proposer à Sarah de me rejoindre pour partager quelques informations complémentaires partageables avec les participants. Ouais, merci Pierre. Donc il s'agit là de webinaires qui sont accessibles en ligne. C'est les replays des webinaires Label Bas Carbone qui sont disponibles sur le site. Vous avez les liens sur la slide. Je vais peut-être laisser rapidement Charlotte présenter en 2 mots les... Pardon, non, je crois que... oui, donc ça, c'est des documents. Tout ce qui est ressources en ligne disponibles autour du Label Bas Carbone, n'hésitez pas à aller les consulter. Pour la suite, je laisse la parole à Charlotte. Quelques événements à venir, Charlotte. Oui, juste quelques événements. Du coup, on a parlé donc de l'empreinte carbone, mais on a aussi tout un panel de méthodes d'évaluation d'impact environnemental qui existent aujourd'hui sur le marché. Et donc la chaire Alzapact a mené des travaux pour pouvoir faire une analyse critique de ces de ces grandes jungles de méthodes qui existent. Et on propose un webinaire le 28 mai pour vous exposer ce panorama et comment est-ce qu'on peut s'en sortir dans cette jungle de méthodes. Voilà, et le deuxième webinaire qu'on propose début mai, c'est pour cette fois-ci parler de l'empreinte eau. Donc c'est le même principe que l'empreinte carbone, il y a aussi une norme ISO qui règle cette empreinte eau, qui n'est pas évidente à comprendre et à mettre en œuvre. Donc on a proposé un guide Memento qui est graphique, qui est illustré et pédagogique pour comprendre comment est-ce qu'on réalise une empreinte eau. Donc on présente ça le mardi 4 mai. Et puis avec donc d'autres événements à venir sur des questions plus transversales sur l'ACV. Et puis on est en cours de préparation avec la chaire Alzapact et INRAE Transfer préparation d'un événement sur l'expérimentation sur l'affichage environnemental. L'expérimentation de l'affichage environnemental des produits alimentaires est en cours et on a justement en tête ensemble de concevoir un événement sur le sujet. De ton côté, Sarah, quelques éléments sur la chaire Agrotech. Oui, pour finir, donc comme je vous le disais au début, on organise 2 séminaires par an. Donc le prochain, il aura lieu en décembre. Le thème n'est pas encore annoncé, mais on reviendra vers vous très rapidement. Et toutes les ressources de ce webinaire, tous les replays seront disponibles sur le site également. Et pour terminer, voilà, donc c'est les publications de l'Observatoire des usages de l'agriculture numérique. Donc là, à venir très prochainement, il va y avoir l'infographie sur les stations météo. Ces résultats, ils avaient été présentés lors d'un webinaire, dont le lien est disponible également en ligne. Donc qui sont en cours. Il y a l'étude sur les usages de la télédétection en France, qui sera publiée normalement en juin 2021. Et une étude sur les usages de la télédétection en Europe qui démarrera en juillet 2021. Voilà, qu'on va lancer cette année. Et par ailleurs, si vous avez des projets à monter avec l'équipe Agrotech et notamment le recrutement des étudiants en alternant, c'est la bonne période pour se positionner. Voilà, c'est les étudiants de la rentrée de septembre sont actuellement à la recherche d'alternance. Donc, si vous avez des projets, n'hésitez pas à nous en faire part. Voilà, merci. Parfait. Eh ben, il me reste plus qu'à vous remercier toutes les deux, à remercier l'ensemble des intervenants, à remercier les participants pour leurs nombreuses questions. J'espère qu'on a pu, en étant un peu au taquet sur le chat, répondre à la plupart d'entre elles.
Merci à tous et merci aussi surtout à vos réponses à venir à l'enquête de satisfaction à laquelle vous allez pouvoir répondre là tout de suite maintenant et puis demain dans le cadre d'un mail qui vous sera renvoyé. Merci à tous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures numériques et puis bonne soirée. Au revoir à tous.